merci beaucoup de m'avoir invité ici. Patrick Ramirez est quelqu'un d'extraordinaire, de très dynamique, qui donne beaucoup de courage pour continuer à travailler. Et le public ici aussi est formidable. Vous êtes les premiers à qui je vais avoir l'occasion de parler de mon livre. Alors, je voudrais me mettre sous la protection de plusieurs divinités protectrices d'une certaine façon. Bon, d'une part, je suis très contente d'être sous le drapeau français. Nous avons besoin de reprendre pied dans notre nation, hein, d'un certain nationalisme, parce que sans ça, eh bien, on est des gens hors sol, on est des gens qui n'ont pas de base. C'est une première affiliation indispensable. Une autre affiliation, ce sera notre culture chrétienne typique de notre région, de notre pays, de notre continent, mais ça va beaucoup plus loin, hein, parce que tout de suite, hein, dès qu'on parle christianisme, eh bien, on est déjà dans la dimension mondiale, universelle. Ça va de soi. Et troisièmement, je vais me mettre sous une invocation que vous connaissez peut-être, Bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim, ce qui veut dire, hein, c'est de l'arabe, au nom de Dieu, le très clément et très miséricordieux. C'est l'invocation par laquelle les musulmans commencent n'importe quel discours, et ils ajoutent « Et puisse ma langue ne pas trahir la parole donc d'origine divine que je tente de transmettre ». Pourquoi est-ce que je tiens à cette formule qui vient donc du monde arabe et du monde musulman? Parce que figurez-vous que le dernier mot, al-Rahim, ça veut dire les entrailles. C'est-à-dire que pour les langues sémitiques, l'hébreu comme l'arabe, la notion de Dieu est intimement liée à la notion d'entrailles féminines. Alors que dans l'univers latin et chrétien, l'organe, si vous voulez, vital, hein, que nous associons à l'idée de divinité et de fidélité à Dieu, c'est le cœur. Dans d'autres régions du monde, vous voyez, ce sont les entrailles maternelles. Alors c'est vraiment tout à fait dans notre sujet, hein, d'imaginer que la divinité a avec les humains le même rapport que celui de la mère avec l'enfant. Avant d'écrire ce livre, qui vient de sortir aux éditions Le Retour aux sources, j'ai produit un documentaire, Le fruit de nos entrailles, que vous pouvez visionner sur YouTube, un documentaire d'1 heure, film produit avec la FAPEC, c'est-à-dire la Fédération de parents engagés et courageux, créée par Farida Belgoul, une combattante absolument intrépide, hein, qui a beaucoup fait pour faire avancer la réflexion de tout le monde sur ces questions. Malheureusement, elle n'est pas arrivée à s'imposer pour le moment, alors qu'elle avait, à mon avis, une dimension tout à fait unique qu'on ne retrouve pas chez les gens qui s'expriment en ce moment, cette capacité à mobiliser les populations de culture musulmane aux côtés des populations chrétiennes. Elle faisait un trait d'union absolument indispensable, personnage très populaire dans les milieux chrétiens comme dans les milieux musulmans. Donc il faut absolument espérer que bientôt elle puisse reprendre de la voix ou que d'autres personnes aient la force suffisante, hein, pour attirer des gens très divers qui composent actuellement la société française. Parce que si nous ne faisons pas l'union combattante entre toutes les personnes qui réfléchissent à peu près de la même façon, eh bien là nous allons perdre le combat. Mais ce n'est pas une fatalité. Alors, je vais essayer de ne pas répéter la même chose que ce que vous verrez dans le livre et vous présenter quelques sujets. Les origines de la GPA, c'est-à-dire de la grossesse pour argent, hein, appelons les choses par leur nom. Les faits tels qu'ils sont aujourd'hui, ce qui nous attend. La GPA, ce n'est qu'une étape vers certaines choses encore pires. Le navire Espérance, comment nous pouvons retrouver des raisons d'espérer? Et sur un plan mondial, sur un plan universel, parce que ce genre de bataille, on ne les gagnera pas à l'échelle de notre pays seulement. Le nationalisme a des limites, il ne règle pas tout, c'est pas possible. Alors, les origines de la GPA, donc de la grossesse pour argent. Nous avons en France un biologiste très important qui s'appelle Jacques Testard,
qui est à l'origine des succès des biologistes pour mettre en route la vie humaine de façon artificielle avec ce qu'on appelle la PMA, qui devrait s'appeler plutôt AMP, assistance médicale à la procréation. Donc il est à l'origine des premiers bébés éprouvettes, par exemple. Eh bien, ce savant tout à fait remarquable, au bout de 20 ans, parce que toutes ces expériences-là, c'est les années 80, eh bien, il est terrifié par les résultats et il écrit pour que les gens prennent conscience des dangers que fait peser sur la société le lobby médical. Pour lui, l'origine des problèmes, c'est le lobby médical. Et je pense que ce n'est pas un mauvais point de départ. Je pense qu'il faut aller plus loin que lui et voir qu'il y a encore d'autres lobbies derrière celui-là. Mais celui-là, il est intéressant parce que il n'y aurait pas de lobby médical sans une servilité et une naïveté incroyable de la part des femmes, principalement. Les femmes se laissent prendre en main par le lobby médical, se laissent déposséder de leur vécu, de ce que c'est que l'enfantement, la reproduction, la filiation, notre rapport aux générations précédentes, parce qu'il y a le rapport aux générations suivantes, mais le rapport aux générations antérieures aussi. Alors, dans cette docilité vraiment confondante et catastrophique des femmes, qui sont les grandes clientes des médecins, les femmes se précipitent chez le docteur pour n'importe quoi. On peut citer par exemple le cas de Marie Bonaparte, une femme qui a joué un très grand rôle puisque c'est la femme très fortunée et qui était de la famille des deux Napoléons, qui a donné tout son élan au freudisme et à la psychanalyse. Eh bien, cette femme était fascinée par Freud, ça se comprend, mais avant même de rencontrer Freud, elle avait commencé à se faire des opérations du zizi parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas des jouissances suffisantes avec ses organes. Et elle s'est fait charcuter un nombre de fois, mais incroyable, toujours au même endroit, mais aussi les seins et aussi le nez. C'est un exemple caricatural de femmes qui ne pensaient pas pouvoir vivre si elles ne se livraient pas à la médecine, et à la médecine cruelle, et à la médecine obscène. Bon, c'est un mystère de la nature féminine. On dirait que les femmes, bien souvent, ne trouvant pas dans leur mari, leur conjoint, toutes les satisfactions dont elles rêvent, se jettent dans les bras des médecins, dans l'espoir, si vous voulez, d'une connivence plus grande, d'une intimité plus grande, et vraiment, elles se livrent à des choses invraisemblables. Bien, ça c'est un exemple. Alors, ce lobby médical, quels sont ses buts? Eh bien, comme n'importe quel pouvoir, le but, c'est son propre accroissement de puissance. Il faut bien constater que le serment d'Hippocrate est constamment violé maintenant. C'est-à-dire que beaucoup de médecins donnent la mort. Alors, on peut parler des médecins qui acceptent l'avortement, des médecins qui pratiquent l'euthanasie, mais il y a d'autres façons de donner la mort. Et il y a, par exemple, le fait de créer des maladies, les lobbies pharmaceutiques. Et puis les médecins, vous savez, qui sont achetés par les laboratoires, ils sont démarchés et corrompus par les laboratoires. Ils inventent des maladies, ils les créent. La ménopause est considérée comme une maladie alors que c'est un fait de nature. Et donc on va nous vendre des tas de traitements pour que la ménopause ne soit pas ce qu'elle est. On crée des maladies, vous savez, par les excès de médicaments, etc. Bon. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer de nouveaux médicaments pour remédier aux maladies artificielles induites par les médecins eux-mêmes. Bon. Voilà déjà un deuxième étage du cercle vicieux qui s'enclenche, mais je vous dis bien, à partir de cette demande féminine, qui est une demande stupide et qu'il faut contrer. Alors, ensuite, nous avons le niveau des labos. Pourquoi est-ce que les labos sont très très inquiétants? Parce qu'il n'y a que 5 ou 6 labos dans le monde entier qui exercent un véritable monopole et qui ne peuvent travailler qu'avec des investissements financiers considérables. Donc il y a une puissance d'argent énorme derrière les labos. Il n'y a pas de recherche médicale par petits labos indépendants, vous voyez, qui pourraient développer d'autres
d'autres hypothèses sur les moyens d'améliorer la santé humaine. Alors, Jacques Testard se pose une question, et à mon avis il n'y répond pas, et c'est là que nous allons prendre la suite et aller plus loin que lui. Connaissant bien de l'intérieur toutes ces technologies de la reproduction artificielle, il dit, mais la PMA et la GPA, c'est du bricolage qui aurait pu être fait il y a longtemps. Le petit bricolage à partir des cellules sexuelles masculines, féminines, les transplantations qu'on peut faire, etc. Bon. Pourquoi a-t-on attendu les années 1990? Eh bien, il ne donne pas la réponse. La réponse, c'est ce que vous avez vu dans la première partie du film, c'est que c'est la stérilité galopante dans le monde entier qui crée une demande de GPA. Autrefois, tout simplement, il n'y avait pas de demande. Les couples qui n'avaient pas d'enfants, eh bien, ils prenaient ça comme un fait de nature. Éventuellement, ils adoptaient, ils se consolaient en rendant service dans leur propre famille, aux neveux, aux nièces, aux petits-enfants, enfin tous les collatéraux, dans les métiers de l'éducation ou de la santé qui sont d'autres façons d'investir son sens de la paternité et de la maternité, alors que maintenant, on a des angoisses terribles. Et donc cette stérilité, il faut bien voir qu'elle est développée par tous les moyens. Instances internationales qui veulent réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. On considère que là, ce serait confortable, on aurait les ressources naturelles suffisantes. Alors ces 500 millions, ce serait qui? Eh bien, ce serait, disons, 100 millions de gens riches, heureux, exploitant 400 millions de gens pauvres, malheureux et esclaves, incapables de se révolter. Donc voilà le projet glorieux des gens qui font les grands projets à l'échelle mondiale, avec toutes les institutions internationales, ONU, UNESCO, les gens les mieux intentionnés, outre donc tout ce qui est firmes qui font des calculs de rentabilité. Bon. Alors, ce qu'il faut bien voir, et c'est là que tout de suite on retrouve heureusement les pistes de l'espoir, les pistes des solutions, c'est que les politiques malthusiennes, systématiquement mises en œuvre contre les populations des pays pauvres sans leur demander leur avis, eh bien elles se retournent contre les pays riches et contre les gens qui voudraient dominer par leur intérêt personnel toute cette question de la reproduction humaine. Alors, pourquoi? Eh bien, d'une part, on découvre au bout de 50 ans de contraception chimique, de la pilule, que la pilule réduit le nombre d'enfants des femmes, mais que ensuite, à terme, elle stérilise les hommes. Les hormones diffusées par l'urine des femmes qui prennent la pilule, cumulées avec les hormones dans la viande que nous mangeons, la production industrielle, combinées avec les pesticides qui sont dans tous les végétaux que nous consommons, eh bien tout cela stérilise les hommes. On aboutit donc à un résultat qui touche autant les pays riches que les pays pauvres. Le calcul des Malthusiens, c'était que eux, ils restaient à l'écart de toutes les calamités qu'ils veulent produire ailleurs. Malheureusement, c'est faux. C'est plus un pays est développé, plus sa nourriture est riche, excessive et excessivement artificielle, et plus donc le potentiel reproductif des hommes est affecté. Il n'y a aucun débat pour le moment, aucune information sur cette stérilité masculine galopante dans nos pays, encore plus qu'ailleurs. Donc c'est un tabou. Comme le dit le professeur Dickès, on est face à une omerta, à une loi du silence imposée par une mafia, parce que si brusquement les gens se rendaient compte qu'on est en train d'affecter leur capital génétique, de mettre en péril leur descendance, eh bien les gens se révolteraient. C'est sournois comme processus. Ça ne peut marcher que dans le silence, le secret et l'inconscience des gens qui ne se rendent pas compte. À mon avis, ça, on peut l'inverser très vite par notre travail de réinformation. De même que, enfin, la question des dégâts provoqués par les vaccinations commence à être posée publiquement, eh bien, cette question de la stérilité va se poser publiquement très vite, sachant qu'en France, donc, un couple sur 6 a besoin d'une assistance médicale pour réussir à avoir des enfants, ce qui est déjà monstrueux. Ensuite, vous verrez que faire intervenir les médecins, c'est la première étape,
Mais la deuxième étape, c'est qu'il ne règle rien. Le rendement des traitements contre l'infertilité, il est ridicule en termes de rentabilité de n'importe quelle société, de n'importe quelle firme qui a une comptabilité normale. Le rendement, il est de 15%. C'est absurde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, les femmes qui vont s'adresser à une clinique de fertilité, elles ont plus de 35 ans, 40 ans. Et c'est là qu'elles commencent à s'inquiéter en disant « ben non, je tombe pas enceinte, il y a quelque chose qui va pas ». Bon. On va, le docteur Dickès dit, leur faire 3 propositions donc de stimulation hormonale pour arriver à mettre en route une grossesse, avec éventuellement un processus d'insémination artificielle si le problème vient aussi du côté du mari. Bon, bref. Mais tout ça, au bout de 3 tentatives, il est probable que ça ne donnera rien. 15% de résultats. C'est la marge. C'est à peine la marge pour la rentabilité de n'importe quelle entreprise. Donc on va insister encore un petit peu plus. Ces traitements sont extrêmement douloureux, invasifs. Les manipulations impliquant donc qu'on bourre la femme d'hormones pour qu'elle produise des ovocytes plus vigoureux que ce qu'elle en produit habituellement. Tout cela, ça peut déboucher sur des cancers, parce que c'est évidemment très très toxique. Et résultat, ça ne marche pas. Voilà, c'est le désespoir qui s'installe. Bon. On ne sait pas, je n'ai pas encore trouvé, si vous voulez, de courbe prospective sur ce que va devenir cette infertilité galopante dans nos pays. Mais par exemple, les Japonais, qui ne veulent pas entendre parler d'immigration, et qui sont un pays très développé, donc très touché par ces problèmes d'infertilité, eh bien, ils savent que dans 2 générations, s'il ne se passe rien, il n'y aura plus de Japonais, tout simplement. Le Japon est un pays tout à fait en pointe. Nous allons voir qu'ils sont en la pointe de tous les désastres qui nous attendent. Donc, à mon avis, c'est un indice excellent. Le Japon, 2 générations, ben nous peut-être 3, mais guère plus. Donc, il est vraiment temps de se réveiller, et il est possible de se réveiller. Une première solution à tous ces problèmes, c'est des campagnes d'information, que les jeunes comprennent qu'il faut avoir des enfants quand on est jeune, que les organes ne sont pas pollués, que donc on donne des enfants forts, des enfants qui à leur tour pourront se reproduire. Première solution pratique. Vous remarquerez que cette solution que je propose n'est pas une solution en termes de raisonnement, de parole. On n'a pas besoin de discuter sur ces questions-là. Il faut agir, tout simplement. Il y a des tas de réponses qu'une société peut donner contre les idéologies, les propagandes, les intoxications mentales, les manipulations dont nous sommes l'objet. Pas la peine de se fatiguer à parler. Faisons, c'est tout. Et la question de l'infertilité, repassant à un niveau normal, cessera de devenir l'occasion d'un terrible marché et d'une terrible arnaque. Alors, quelle est la situation actuelle? On est dans une situation tout à fait comparable aux années qui ont précédé la légalisation de l'avortement, c'est-à-dire une pratique illégale de la grossesse pour argent qui est énorme. Dans la mesure où c'est illégal, on n'a pas de chiffres. Donc dans les pays où la GPA est légale, est autorisée, on vous donne des chiffres ridicules. 400 GPA par an, par-ci par-là. Vous voyez, bon. Mais c'est faux. C'est faux. Par exemple, nous venons d'apprendre en matière de terrorisme que beaucoup de terroristes arrivent à préparer leurs méfaits en se déguisant en femmes voilées jusqu'aux oreilles et jusqu'aux yeux, au moins, et en se faisant passer pour des femmes enceintes. Pourquoi? Parce qu'ils achètent des ventres de femmes enceintes en silicone, et pour passer les frontières, il suffit de mettre une feuille d'aluminium sur ce ventre, et les détecteurs ne voient rien. Sous ce ventre, vous mettez des explosifs, des drogues, enfin bon, je suppose qu'on peut mettre ce qu'on veut. Alors, d'où vient ce marché des ventres en silicone? Eh bien, il vient tout simplement de la clientèle GPA. Une femme veut avoir un enfant, il faut bien qu'elle ait l'air d'être enceinte pendant un certain temps, avec un ventre qui grossit régulièrement, pour que
l'enfant qu'elle va faire naître sous son nom, quoique ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait fabriqué, paraissent naturels. Donc il y a ce marché des ventres en silicone et les agences qui vous vendent de la GPA vous fournissent le ventre en silicone. Voilà, ça peut servir à tout. Donc, illégalité, et ça, si vous voulez, les agences qui font de la GPA spéculent sur la même logique que la logique de la légalisation de l'avortement. Mais ce n'est pas une logique fatale. C'est-à-dire, les agences ne redoutent pas notre indignation. Elles ont besoin de notre indignation. Elles ont besoin donc que la chose se développe illégalement, parce que tant que c'est illégal, ça rapporte énormément. Vous avez un pays où maintenant l'offre de femmes qui veulent faire des grossesses pour argent est supérieure à la demande, c'est la Russie. Ça va faire baisser les prix. Donc les agences n'ont pas forcément intérêt à la légalisation. Les profits sont plus élevés quand on est dans le marché noir. Les mafias se régalent dans la situation de marché noir. C'est comme pour la drogue. Notre indignation, à quoi elle sert? À créer les conditions d'une panique générale, que tout le monde dise mais il faut faire quelque chose, il faut trouver une solution. C'est pas possible. Il y a de plus en plus d'enfants qui vont naître avec 3 parents, avec des situations juridiques impossibles, etc. Alors les agences sont enchantées parce que l'étape sur laquelle ils comptent après, ça va être l'étape de la création de lois, donc de banalisation et donc d'acceptation. On obtient le consensus, voyez, après avoir fabriqué l'indignation à cause du côté criminel de ces pratiques. Alors ça, ce sont des techniques de marketing, des techniques commerciales qui sont utilisées dans tous les domaines, mais ce sont toujours les mafias qui les ont créées à l'origine. Les mafias de la drogue, du jeu, du proxénétisme, de la prostitution, ont mis au point toutes ces techniques. De la pornographie, c'est pareil. La pornographie, maintenant, elle est pratiquement légale, puisqu'il paraît qu'on peut même en avoir sur son téléphone portable. Bon, les enfants y ont accès. Il suffit qu'ils regardent la télé à 11h du soir dans le dos des parents, chaque fois que les parents sortent, et même bien souvent avant 11h du soir, bon, etc. Donc, il y a des tas de façons de banaliser les choses et qu'après, il n'y ait plus de marche arrière possible. Voilà donc le raisonnement des agences. Voyons maintenant comment les étapes qui ont permis qu'on en arrive là, parce qu'il y a toutes sortes d'étapes. Il faut savoir que pour l'avortement, actuellement, donc, les fœtus sont revendus en pièces détachées aux laboratoires qui vont fabriquer avec des vaccins, des médicaments et des cosmétiques. Eh bien, au moment où ont été livrées les grandes batailles pour la légalisation de l'avortement, eh bien, il y avait des gens qui spéculaient déjà sur le fait qu'on allait pouvoir tirer des fœtus des médicaments. Alors, il y a une accusation qui circule. Je ne suis pas qualifiée pour vous dire si elle est fondée ou pas, mais le fait qu'elle existe prouve qu'il y a forcément des tas de gens qui ont raisonné comme ça. Cette accusation, elle porte sur Edgar Bronfman, donc le fondateur de l'espèce de CRIF mondial qui existe, et qui était lui-même un fils d'un mafieux très très important de l'époque de la prohibition aux États-Unis. Donc dès le départ, il y a des gens qui ont perçu que l'avortement était rentable. Bronfman était affecté d'une maladie congénitale très répandue dans certains milieux, les familles juives, parce qu'elles pratiquent une grande endogamie. Alors ça développe des faiblesses, ce que parfois on appelle des tares, une sensibilité à certaines maladies. Donc après la légalisation de l'avortement, l'essor du marché du sperme. Alors on dit don de sperme, on dit aussi don d'ovocytes, c'est faux, il s'agit de marché. Alors, la légalisation de l'avortement a été voulue par des gens qui savaient pouvoir escompter sur le marché des fœtus pour fabriquer des médicaments capables de lutter contre certaines maladies génétiques. Alors, vous voyez là-dedans d'ailleurs que le fœtus est considéré comme
une sorte de fontaine de jouvence. Ce qui me paraît très intéressant, c'est de constater que les sorcières au Moyen-Âge utilisaient aussi les fœtus pour faire des remèdes miraculeux. Donc c'est une très ancienne fonction que l'on connaît. L'embryon, le cordon ombilical, le fœtus ont une puissance de vitalité et de revitalisation pour les gens âgés et endommagés qui est tout à fait réelle. Ce n'est pas une invention moderne, c'est quelque chose de connu depuis très longtemps. Alors, après cette rentabilité dont on dit que Edgar Bronfman a beaucoup compté dessus et que c'est une raison pour laquelle il a favorisé l'essor de l'avortement et sa légalisation, on a le marché du sperme. Alors, le marché du sperme, il est assez particulier parce qu'il est protégé par l'anonymat. Mais c'est de plus en plus remis en question, et en particulier à partir du cas d'un médecin anglais, enfin un médecin qui a exercé en Angleterre mais qui est un juif autrichien. Il a une fiche sur Wikipédia en anglais qui est très développée et qui montre que ce n'était pas du tout un individu louche. C'est un savant très prestigieux, très versé dans la parapsychologie et un gynécologue très versé dans tout ce qui était technique de procréation artificielle et insémination. Alors ce monsieur, Berthold Wiesner, eh bien, il a fait probablement plus de 600 enfants à partir de dons anonymes dont il expliquait que ça provenait de donateurs qui étaient des gens extraordinaires, des gens avec des performances physiques et intellectuelles tout à fait remarquables. Et il y avait des femmes riches pour le croire sur parole, pour payer très cher. Eh bien, on a découvert que le sperme dont il se servait, c'était le sien, tout simplement. Et c'est un de ses fils qui a découvert la chose. Et maintenant que l'on peut faire des recherches sur l'ADN, eh bien, tous les 600 enfants du docteur Wiesner sont intéressés par découvrir si c'est bien leur père ou pas. Alors maintenant, c'est valable, si vous voulez, pour tous les phénomènes de don de sperme. Donc l'exigence qui se répand dans la société que ce don ne soit plus anonyme, eh bien, c'est très judicieux. Et grâce au progrès donc du dépistage de la reconstitution de l'ADN, qui est tellement utile aussi en matière criminelle, eh bien, on peut supposer qu'on va vers la fin du don anonyme, ce qui est très bien. Parce que à quoi ça aboutit, le supposé don anonyme, qui est en fait un marché très très rentable, ça aboutit à ce qu'il y ait énormément de demi-frères et demi-sœurs dans une même région qui s'ignorent et qui vont se rencontrer et donner lieu à une descendance, forcément avec l'état de ce qui est automatique quand on va trop loin dans l'endogamie. Donc on fabrique de l'inceste avec le don de sperme. Alors, un docteur Wiesner qui a fait ça pour, j'ai envie de dire, plusieurs perversités combinées, gagner encore plus d'argent qu'il n'en gagnait, alors qu'il était prestigieux, il en gagnait certainement assez pour vivre, ça fait pas de doute. La perversité de se dire, de s'imaginer qu'il est justement tout puissant, qu'il fabrique des gosses comme ça, et en plus clandestinement. Bon, c'est une jouissance perverse qui n'est pas normale, mais bon, beaucoup d'êtres humains fonctionnent ou se laissent aller, si vous voulez, à ce genre de perversion. Donc tout cela va vers sa fin, et maintenant on en arrive aux effets secondaires également ahurissants de la GPA. Après la fabrication de l'inceste, que va nous amener la GPA? Alors là on a un cas extraordinaire au Japon. Le cas d'un jeune homme homosexuel qui tout jeune, à 25 ans, avait le projet d'avoir 1000 enfants. Et il a mis en route son projet. On pense qu'il est arrivé à en faire environ une centaine. Et puis il y a eu des gens pour respecter et arrêter la chose. Alors il s'appelle Mitsutogi Shigeta, et c'est le fils d'un industriel milliardaire japonais très important. Pourquoi est-ce que ce cas est tellement intéressant? Parce qu'il est évident qu'il y a des tas de gens qui ont raisonné comme ce monsieur et qui vont continuer à le faire. Pourquoi ne pas fabriquer des enfants
non pas par un sentiment paternel, mais par un sentiment de toute puissance. On sait, et alors là, voyez-vous, l'expérience africaine m'intéresse beaucoup et je la développe beaucoup dans le livre avec la réflexion de chercheurs antillais. Les esclavagistes nord-américains, plus que tout autre, avaient beaucoup d'enfants bâtards avec leurs femmes esclaves, enfin, avec leurs esclaves, dont ils usaient au coin d'un bois, derrière une porte, enfin bon, vraiment comme quelque chose sans conséquence. Et bien ces petits bâtards, ils avaient le statut d'esclaves, et donc les maîtres, qui étaient leurs pères, les revendaient. Alors, c'est aux États-Unis que la cruauté des maîtres esclavagistes a été la pire. Pour des tas de raisons, probablement en grande partie pour des raisons religieuses, leur protestantisme extrêmement détaché, si vous voulez, des raisonnements du cœur, leur permettant beaucoup de transgressions. Je dis bien probablement. Dans les Antilles françaises, on a aussi ces cas-là. Dans le monde de l'esclavage latino-américain, c'est moins systématique. Vous aviez des maîtres esclavagistes qui reconnaissaient certains de leurs bâtards. Donc tous les cas de figure sont là. Mais tous les cas de figure seront là aussi avec la GPA et le traitement des enfants comme esclaves qu'on va pouvoir revendre, eh bien, il est tout à fait dans les tuyaux. Pour ce qui est des campagnes pour limiter la pratique de l'avortement, un scandale vient d'éclater récemment aux États-Unis, chez la maison mère du planning familial. Les militants catholiques anti-avortement des États-Unis ont pu prouver que cet organisme censé travailler pour le bonheur des femmes et la libération des femmes, eh bien, travaille tout simplement pour fournir des fœtus gratuits à des laboratoires qui les revendront fort cher. Maintenant que ce scandale a éclaté, eh bien, on a vaincu une énorme barrière. On sait maintenant que les gens qui font la promotion de l'avortement, ce n'est pas pour des raisons humanitaires, c'est pour des raisons financières, de profit. Alors ce qu'il faut, c'est continuer à faire de la réinformation pour bien montrer qu'à chaque étape des processus qui nous intéressent, d'artificialisation de la vie humaine, de contrôle complet de la reproduction, eh bien c'est une pure logique capitaliste qui est à l'œuvre. Et ça suffira pour faire revenir beaucoup de gens à la raison, si notre travail de réinformation est systématique. Les jeunes ne le perçoivent pas du tout. Et il y a quelque chose qui a égaré les gens jusqu'à ces toutes dernières années, j'ai envie de dire jusqu'à l'année 2013, où la réaction française aux tentatives pour faire passer les lois sur le mariage homosexuel ont échoué en France, ont produit une réaction qui était complètement inattendue. En 2013, la population française a réagi avec violence contre l'idée du mariage gay. Alors, ça, c'est formidable, parce que jusqu'à ce moment-là, des tas de pays ont accepté, sous la pression de lobbies homosexuels, l'idée de pourquoi ne pas faire le cadeau aux homosexuels, de leur dire « bon d'accord, mariez-vous si ça vous chante ». Pourquoi est-ce que les populations ne réagissaient pas jusqu'en 2013 ? Parce que d'abord, on ne leur demandait pas leur avis, les lois étaient votées à la va-vite, à la sauvette, dans les pays où ces choses-là ont été légalisées, et parce que la population disait « c'est un problème de gens très marginaux ». Les gens que ça concerne, eh bien, ce sont les artistes, les gens du showbiz, les intellos, c'est ceux-là, les homosexuels. C'est une espèce de maladie, mais qui ne sévit que dans certains secteurs marginaux de la société. Les gens ne se sentaient pas concernés. Depuis 2013, les gens commencent à comprendre que non, que cette histoire de mariage gay, ça vise à mettre n'importe quelle personne à égalité et donc à déposséder les parents, les mamans et les papas de leur droit à fonder des familles et à être responsables de leur famille. L'idée, c'est que n'importe qui pourra faire des enfants et que donc ces enfants n'appartiendront à personne. Le mariage gay
à quoi est-ce qu'il sert dans la logique de la GPA? Eh bien, à augmenter considérablement le marché des enfants fabriqués. Jusqu'à maintenant, les gens j'ai envie de dire, qui souffrent d'homosexualité, parce que c'est une souffrance. Les homosexuels ne sont pas des gens heureux. Il faut le rappeler quand même. Je pense qu'il faut bien dire qu'il s'agit d'une maladie collective, parce que ça peut être très offensant de dire à une personne qui est attirée par des gens de son sexe, tu es malade. Et on essaie d'éviter ce genre de stigmatisation parce qu'elle est douloureuse et injuste. Il est probable que beaucoup de gens ne choisissent pas leur goût. Mais il faut bien voir qu'avec cette diffusion de la castration naturelle par les hormones et les pesticides qui nous affectent tous puisque nous sommes de moins en moins fertiles, eh bien l'homosexualité qui est une solution alternative à la sexualité reproductive, à la vitalité normale ou jadis normale dans n'importe quelle population animale, l'homosexualité est tout simplement un témoignage de faiblesse de notre vitalité, donc une maladie collective. Donc, les homosexuels, on leur fait un battage incroyable en leur disant « Ah ben maintenant, vous pouvez faire des enfants comme tout le monde ». Ils n'y avaient pas pensé en général, ils ne le souhaitaient même pas. Tant que l'homosexualité est marginale dans une société, eh bien elle fonctionne comme tous les marginaux en souhaitant ou en acceptant des règles qui ne sont pas celles de la majorité. Brusquement, on leur dit « Ah mais non, il faut tout faire comme tout le monde ». Bon. Donc c'est une étape pour développer le marché de la reproduction artificielle. Le but n'est pas de consolider les unions homosexuelles. Les personnes homosexuelles qui arrivent à avoir des unions à peu près stables, donc qui aspirent éventuellement à un sacrement, si vous voulez, comme le mariage, sont des personnes rares. La plupart des gens, comme les hétérosexuels, sont bien tentés par l'individualisme et par le divorce, la séparation, la polygamie étalée dans le temps, enfin toutes ces choses qui nous concernent absolument tous, parce qu'il n'y a plus de contraintes morales comme dans les sociétés traditionnelles. Tout le monde fait n'importe quoi. C'est valable absolument dans toutes les catégories et quels que soient les goûts ou les attirances. On peut voir que le but est de faire que n'importe qui puisse se faire un enfant sans aucune contrainte morale, bien au-delà des histoires de mariage, par exemple par la loi israélienne. Israël est le premier pays qui ait légalisé la GPA. Et en fin 2014, il l'a légalisé pour les homosexuels et pour les célibataires. Alors c'est vers cela que l'on va. Et moi je pense qu'avec le cas du japonais dont je vous ai parlé, on va vers l'idée qu'une personne morale aussi, un jour, aura le droit de faire des enfants. Pourquoi je pense que c'est tout à fait probable? Parce que déjà, les lobbies homosexuels disent qu'il s'agit de remédier à une erreur de la nature qui fait qu'une union homosexuelle ne produit pas d'enfants. Donc on se dit, on a le droit d'améliorer la nature. Alors il faut savoir que notre actuelle ministre de l'Éducation, elle raisonne comme ça, comme une personne absolument analphabète, en disant mais on a le droit, la science est là, elle est là pour corriger la nature. C'est n'importe quoi. C'est une façon de dire, mais alors donc être hétérosexuel, faire des enfants comme les animaux, comme tout le monde, c'est naturel et c'est donc inférieur. C'est quelque chose qu'il faut corriger. Voilà où elle en est. Et elle est ministre de l'Éducation. C'est assez grave. Bon. Donc, personne morale autorisée à faire des enfants si nous ne résistons pas à temps, si nous ne voyons pas les choses qui se préparent. Quelles sont les personnes morales qui voudraient bien avoir le droit de faire des enfants comme ça, de fabriquer en série, comme ce monsieur japonais? Eh bien, en Israël, vous avez des gens qui pensent comme ça. Israël est un pays où la stérilité affecte un couple sur 4. C'est un record mondial. En France, c'est un couple sur 6. Là-bas, un couple sur 4. Mais il est probable que l'endogamie classique dans les sociétés juives y est pour quelque chose. Bon, je n'ai pas beaucoup plus d'informations que vous sur la question.
Alors, la loi israélienne qui favorise la GPA, elle le fait en disant explicitement « Ah, mais c'est parce qu'il faut qu'on compense les pertes dues à l'Holocauste ». Les pertes dues à l'Holocauste, ça veut dire les enfants ou les adultes qui ont péri pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus ceux qui auraient dû naître et qui ne sont pas nés. C'est pas fini. Et il faut compenser aussi les pertes dues à la cruauté, à la férocité des Palestiniens. 100 Palestiniens tués, un Israélien qui disparaît, ah ben il faut absolument compenser tout ça. Donc, il y a des gens qui veulent fabriquer des juifs en série, c'est évident. La loi israélienne fait que la personne qui veut se faire un enfant par une femme quelque part, la femme en question n'aura aucun droit. Et c'est au point que le fait de la GPA ne sera même pas marqué sur les papiers de l'enfant à naître. L'enfant est le fils de la personne qui le déclare, et c'est terminé, et c'est tout. La personne, la femme qui l'a porté pendant 9 mois, elle n'existe pas, elle n'a pas d'existence légale. C'est la loi la plus radicale. Les lois aux États-Unis, des États qui autorisent la GPA, sont imitées de ce modèle-là. Quels sont les États américains qui adorent la GPA? Eh bien, les États du showbiz, les États des cinglés marginaux très riches et très malheureux, j'ai envie de dire, la Floride et la Californie. Il y a d'autres États qui résistent terriblement à tout cela, mais aux États-Unis, la loi fédérale imposant le mariage gay à tous les États est passée en 2014. Pourquoi? Justement pour passer outre ces États qui ne voulaient pas en entendre parler. Maintenant, ils vont être obligés, petit à petit, d'accepter la GPA si ce n'est pas freiné très vite. Donc, il y a des gens qui veulent fabriquer des enfants, même s'il n'y a pas de parents pour les faire, disons. La société israélienne, alors ça je l'ai découvert en faisant mon livre, est effectivement très différente des sociétés développées d'autres pays, en ce que là-bas, il n'y a pas de résistance à ces expérimentations de reproduction artificielle. Dans nos pays, mais tout le monde est révolté par ces histoires-là. Et donc, je vous dis, les agences spéculent sur le consensus qui viendra après, presque forcé, comme pour les histoires d'avortement, que maintenant, effectivement, il n'y a plus personne pour remettre en question. On a beaucoup de mal à imaginer que l'avortement puisse redevenir quelque chose de strictement interdit comme ça l'était autrefois. On a du mal à imaginer une marche arrière comme ça. Alors, en Israël, tout le monde est favorable à l'avortement thérapeutique, au dépistage génétique prénatal et prénuptial même. Donc on élimine tout ce qui n'est pas à 100% la perfection, sans état d'âme. C'est pas du tout la façon dont raisonnent les pays de tradition catholique. Quels sont les pays qui sont à l'opposé de la logique israélienne? La France, l'Allemagne et l'Italie. Les Israéliens sont donc très très fiers de leur médecine, capable d'aller très loin dans la génétique, dans les processus d'artificialisation, etc. C'est pour ça, vous voyez, qu'ils ne voient pas de raison de s'opposer à toutes ces choses-là. Et dans la théologie juive, eh bien, il n'y a pas non plus cette idée qu'il ne faut pas rivaliser avec Dieu. Il y a au contraire l'idée que Dieu est une sorte d'abstraction qui s'est retirée du monde et c'est aux hommes de poursuivre la création divine. Et que donc l'expérimentation est légitime. Alors ça, c'est une des grandes différences entre théologie chrétienne et théologie judaïque. Donc, on a les résultats. Un pays très marqué par cette théologie, plus par la fascination de la science, fonce des deux pieds dans les histoires de GPA. Israël a d'autre part des lois qui favorisent le développement commercial de toutes ces histoires. Pas seulement l'industrie, les laboratoires, l'expérimentation, mais aussi la commercialisation de tout ça. C'est un pays où l'économie libérale s'est pratiquement émancipée du contrôle de l'État. Donc, la personne qui veut monter une agence de GPA
elle n'a aucun frein qui lui soit opposé, au contraire. Alors, on a vu le comble de cette logique israélienne au Népal, l'année dernière, quand il y a eu un séisme terrible. Le gouvernement israélien a dépêché des avions et des équipes médicales pour aller sauver des bébés nouveau-nés qui étaient tout simplement commandés par des couples homosexuels israéliens à des jeunes femmes qui évidemment souffraient des conséquences du séisme. Et les Israéliens étaient prêts à sauver les bébés et à laisser là les bonnes femmes dans leur misère. Qui étaient d'ailleurs ces femmes? C'étaient des Indiennes qui viennent faire des GPA au Népal parce qu'en Inde, le gouvernement fait marche arrière sur ce qui était autorisé il y a quelques années et interdit la GPA aux étrangers homosexuels en particulier. Restreint beaucoup donc les possibilités de faire de la GPA alors que l'Inde avait été l'un des premiers pays à développer ces histoires de GPA. Donc on a vu, et ça a causé un scandale, et là il faut féliciter les journalistes. Les journalistes nous mentent très souvent, mais très souvent ils détectent quand même beaucoup de scandales et ils nous mettent la puce à l'oreille. À nous d'exploiter ce que publient les journaux. Il y a un journal que j'admire en France, c'est Le Parisien. Le Parisien a levé une quantité de lièvres dans ce domaine-là. Alors, si personne ne se sert des informations que donnent les journalistes, ben, c'est pas la faute des journalistes. Le Parisien informe très bien aussi sur tout ce qui se passe en Espagne. En Espagne, la GPA est interdite comme en France. Mais l'Espagne a un réseau incroyable de cliniques privées qui font de la PMA pour n'importe qui, et en particulier pour tous ceux qui n'ont pas le droit d'en faire en France. Par exemple, les femmes célibataires ou vivant en couple. En France, normalement, elles n'ont pas accès à la PMA. En France, la PMA n'est autorisée que dans les cas de couples réellement stériles, ayant un problème que la médecine peut éventuellement régler. Mais les femmes seules ou en couple, non, on leur dit, bah, si vous voulez un gosse, trouvez un mari, c'est tout. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça qu'on fait les gosses et ça marche. Essayez, vous verrez bien que ça marche. Ah ben non. Les femmes qui veulent trouver autre chose, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont en Espagne. Mais vous avez en France beaucoup de médecins qui vont donner les bonnes adresses espagnoles à leurs patientes. Alors il y a des pots de vin, il y a des renvois d'ascenseurs. Et en Espagne, c'est une industrie extraordinaire, le marché des petites françaises. Donc, dans le domaine de la réinformation, je voudrais ne pas être trop longue. Je signale le travail qu'il y a à faire sur le lexique. Par exemple, toutes les instances internationales, y compris, bien sûr, tout ce qui est structure de l'Union européenne, insistent sur le terme de droit reproductif. Les droits reproductifs, eh bien, c'est de la novlangue, comme disait Orwell, comme c'est décrit aussi dans le deuxième roman d'anticipation extraordinaire, celui de Aldous Huxley sur le meilleur des mondes. C'est une antiphrase. Droit reproductif, ce n'est pas un euphémisme, c'est juste le contraire. On ne parle de droit reproductif que pour inciter les femmes à ne pas se reproduire. C'est pas un droit. Et maintenant, très récemment, on vient d'avoir un aveu extraordinaire d'un conseiller d'Obama qui dit « Mais les droits reproductifs, ce sont aussi les droits productifs. » C'est-à-dire qu'il avoue, on a besoin que les femmes soient stériles parce que c'est un business, ça rapporte. Ça y est, c'est avoué. Bon. Alors, autre terme qui est très faux. Bon, d'abord, gestation pour autrui, non. Ça n'est absolument pas quelque chose de charitable. Aux États-Unis, d'ailleurs, ça y est, il commence à y avoir des femmes qui faisaient des GPA. Il y en a qui font à tour de bras des GPA. Et parce qu'elles pensent vraiment que c'est bien. C'est très bizarre, la nature humaine est bizarre. C'est vrai qu'il y a des femmes qui adorent être enceintes, mais qui n'aiment pas les enfants. Bon, écoutez. Eh ben, ça y est, il y a des femmes qui meurent. Mais oui, parce que pour faire une GPA, on doit vous implanter un embryon. Pour cela, il faut une stimulation hormonale. Alors c'est comme pour la question de la procréation médicalement assistée. Ça veut dire stimulation hormonale excessive, cancérigène. Bon.
l'organisme, il réagit contre un embryon qu'on lui implante qui vient d'ailleurs. Il le refuse. Donc il faut bloquer, fabriquer des tas de choses anti-anticorps pour que l'embryon s'installe quand même dans cette femme. Bon, mais ça y est, il commence à y avoir des morts aux États-Unis, et donc l'organisation américaine qui veut l'interdiction de toute forme de gestation pour autrui fait du tapage et espère arriver au Congrès à faire admettre cette interdiction complète de la GPA à partir du moment où des femmes américaines en meurent. C'est vrai que c'est pas pareil quand c'est des femmes indiennes qui meurent, ça personne ne le sait. Bon. Alors, un autre terme, la notion d'adoption prénatale. Il y a eu récemment un documentaire sur Arte avec des témoignages d'une famille allemande, un couple allemand qui n'est pas arrivé à avoir des enfants. Bon. Et ils se justifiaient eux-mêmes d'envisager toutes ces histoires-là en termes d'adoption prénatale. Or, il s'agit d'abandon délibéré de la femme pauvre qui va accepter de faire un enfant pour quelqu'un d'autre. Cette femme, elle abandonne et elle vend son enfant. Et de l'autre côté, donc, il y a acceptation d'un achat. Et les agences qui font les intermédiaires, qui mettent tous ces gens-là en contact, eh bien, moi je dis que c'est du proxénétisme en bande organisée. Parce que c'est de la prostitution, tout ça. Il ne faut pas oublier, par exemple, les pays musulmans, vous voyez, qui n'ont pas les mêmes raisonnements que nous, par exemple, en matière d'avortement. Ils considèrent que non, que l'enfant, il devient petit à petit humain et que donc il y a quand même 20 semaines à peu près où l'enfant n'est pas, le fœtus, l'embryon ne sont pas encore des humains. Bon. Mais ils disent, mais dans les histoires de GPA, ce qui est criminel, c'est qu'il y a adultère. C'est pas faux. Nous, ça nous trouble pas parce qu'on est dans une société tellement permissive que l'adultère n'est plus un délit. Dans les pays musulmans, non, c'est quand même grave. Il s'agit bien de prostitution masculine quand on a le supposé don de sperme. Insémination artificielle. Bon, donc c'est un adultère, c'est de la prostitution, etc. Bon. Donc les vrais termes à implanter dans le vocabulaire général, c'est la notion de femme gisement. On n'a pas parlé des femmes qui font le don d'ovocytes. Alors c'est pareil, il y en a qui commencent à mourir, c'est très bien. Ça va servir d'exemple aux femmes tentées par ce qu'on leur présente pour le moment seulement comme un don altruiste. Mais en Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie, il y a des campagnes pour recruter des femmes qui vendent leurs ovocytes pour le prix d'un séjour de vacances à Chypre. Et 300 €. Vous voyez, rien. Une aumône. Ces femmes qui ont un type physique qu'on aime bien en Occident, des blondes aux yeux bleus. Leurs ovocytes, où est-ce qu'ils vont? En Israël, directement. Bon. Femmes gisement, femmes pondeuses, et qui en meurent. Les enfants qu'on fabrique par GPA, il faut bien voir que ce sont des enfants décongelés, à partir de cellules masculines et féminines, congelées, surgelées. On emploie des termes parfois plus élégants, mais c'est de ça qu'il s'agit. À l'heure où le bio est à la mode, est-ce que vraiment on peut choisir de se faire un gosse décongelé? Est-ce que c'est normal? Non, il suffit d'en prendre conscience. Alors, des gens à qui j'en veux personnellement beaucoup, ce sont les écolos, qui font la promotion de ces horreurs. Vous avez une dame dans le mouvement, la mouvance écolo française, là, les Verts, Esther Benbassa, une fanatique de tous ces trucs-là. Bon, c'est un monstre. Et vous avez par contraste José Bové qui dit non, c'est monstrueux. Ça fait bien plaisir que José Bové soit là et ne soit pas totalement éteint et disparu. Il se bat contre la GPA, c'est une très bonne nouvelle. Alors, j'ai déjà parlé de beaucoup de solutions pour l'avenir. Je voudrais indiquer une alliance qu'il faut briser. Et là, il faut y aller franchement. C'est l'alliance entre féminisme, sionisme et sodomisme. J'emploie des termes violents, mais exprès, pour faire réagir. Alors, les lobbies LGBT sont étroitement liés au lobby juif de la GPA. Ça y est, ça on le sait. On le sait particulièrement depuis que l'histoire du mariage gay aux États-Unis a été applaudi par le Congrès juif mondial comme un énorme progrès de l'humanité. Ça y est, c'est officiel. C'est officiel. Or,
des gens qui ont une attirance homosexuelle et qui peuvent donc se laisser piloter bêtement par le lobby LGBT, ne sont pas sionistes du tout. Donc cette alliance, on peut la briser. On peut montrer aux gens donc qui sont simplement agacés d'être toujours moqués parce qu'ils ont des goûts qui ne sont pas les goûts de la majorité, eh bien ces gens-là, il faut leur montrer qu'on en fait des agents de quelque chose d'épouvantable. La politique israélienne, bon, premièrement, on extermine tous les voisins, on fomente toutes les guerres qu'on peut tout autour, dans tous les pays voisins, et ensuite on fait du business avec le malheur de tout le monde. C'est pas normal. C'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est d'accord avec tout ça. Bon. Et enfin, l'alliance féminisme-sodomisme. Alors, j'emploie le terme sodomisme exprès, parce que vous avez le mythe juif remarquable de Sodome et Gomorrhe, deux villes qui ont été punies par Dieu parce que les homosexuels y faisaient la loi. Alors, pourquoi cette punition divine? Parce que ces gens faisaient des choses moches, des choses pas belles, des choses condamnables, des choses qui dégoûtent les 90% de l'humanité, jusqu'à maintenant au moins, et parce que ces gens étaient trop orgueilleux. Le châtiment de Dieu, c'est un châtiment contre l'orgueil. Ce que les Grecs appellent l'hubris. L'idée qu'on peut tout faire, qu'il n'y a pas de châtiment, qu'à partir du moment où l'homme est capable de, eh bien, il a le droit de. Donc c'est ça le fond de la question. Alors, sodomisme, pourquoi? C'est faire comme les gens de Sodome, croire qu'on est libre de tout faire, qu'il n'y a pas de limite à la toute-puissance. C'est l'esprit scientifique actuellement qui nous mène sur cette pente fatale. Ce qu'on appelle la science, eh bien, dans une très grande mesure, c'est un dogme, un fanatisme qui n'a rien à voir avec la vérité, l'exactitude, le respect des faits, des choses comme ça. C'est juste des connaissances utilisées de façon perverse, donc pour faire de l'argent, toujours pareil. Technologie plus commerce égale sacralisation de la science au niveau rhétorique, au niveau de la propagande. Sodomisme, c'est aussi faire les choses à l'envers, du point de vue du sexe, des pratiques qui ne sont pas celles que la nature recommande pour faire que l'humanité se reproduise et donc que l'humanité ne se termine pas. Si tout le monde était sodomite, eh ben, il n'y aurait plus d'humanité. Bon, on n'en est pas là, heureusement. Alors, les féministes, dans ces dernières 20 années, se sont alliées au mouvement homosexuel, croyant qu'elles se protégeaient comme ça du machisme. Des hommes qui ne cherchaient pas à les conquérir, à les capturer éventuellement, à les dominer, à abuser d'elles, leur paraissaient des hommes sans danger. Or, elles découvrent maintenant, et ça tous les mouvements féministes sont en train de le découvrir, que ces gens-là, eh ben, ils sont prêts à traiter les femmes comme des femmes pondeuses, des femmes gisements, des femmes dont on fait du fric, pas seulement sur le marché du travail, où elles sont plus exploitées que les hommes, pas seulement avec la prostitution, avec la pornographie, mais aussi avec la fabrication d'enfants. Et la plupart des mouvements féministes se posent beaucoup de questions. Au niveau des francs-maçons, les femmes francs-maçonnes ne marchent pas dans la combine non plus. Alors ça, c'est très intéressant comme situation. Il y a des alliances que l'on peut briser. On a les éléments d'information suffisants maintenant pour arrêter tout ça. L'intérêt objectif des femmes, bon, il est bien normal qu'elles se défendent, qu'elles cherchent à réagir contre les abus, à se protéger. Leur intérêt n'est absolument plus de faire alliance avec la mouvance LGBT. C'est absurde. Les femmes jeunes qui sont tentées par l'idée on doit pouvoir avoir des enfants même sans copuler avec un homme, mais elles peuvent résister à cette illusion passagère. Une jeune femme, comme un homme jeune, croit toujours que tout est possible. Mais au bout de quelque temps, on vieillit et on commence à avoir des regrets, des remords, à voir les résultats des bêtises qu'on a faites dans sa jeunesse. Ça donne de l'espoir. Une raison de préoccupation, c'est quand même que les jeunes, justement, risquent d'être très victimes de la propagande. À partir d'un certain âge, non, nous avons tous les éléments pour réagir. Mais un signal très inquiétant, c'est celui qu'a donné l'Irlande, avec le premier référendum qui a été organisé sur la question du mariage gay en 2013.
en 2014, début 2014, les Irlandais ont voté pour le mariage gay, alors qu'ils pouvaient ne pas le faire. L'Église n'a même pas fait campagne contre cela, pensant que les gens réagiraient spontanément contre cette hypothèse. Mais ce sont les jeunes qui ont voté pour le mariage gay, visiblement parce qu'ils n'ont pas mesuré la question, la situation. Ils n'ont pas mesuré ce qu'on est en train de leur fabriquer. Donc c'est ce qui a caractérisé cette tolérance pour le mariage gay jusqu'à maintenant dans tous les pays. Maintenant, il n'y a plus que les gens très jeunes qui foncent dans le panneau. Alors là aussi, c'est à nous de faire un travail d'éducation de la jeunesse, de leur faire comprendre où on veut les mener. Bon, alors, j'ai parlé de la trahison des écologistes. Je mentionnerai la trahison de Madame Taubira, qui a été une remarquable militante pour les lois condamnant l'esclavage et exigeant réparation pour l'esclavage pratiqué par l'Occident pendant des siècles. Cette logique noire de contestation de l'esclavage et de refus, si vous voulez, d'une sorte d'amnistie générale, c'est une logique que nous devrions absolument tous admettre, quelle que soit notre couleur de peau et celle de nos ancêtres, du moins des générations que nous avons connues. Parce que les États actuels, occidentaux, s'inscrivent, du point de vue juridique, dans la continuité des États coloniaux. Vous voyez, il n'y a pas de rupture. Donc, nous sommes les héritiers des dettes contractées par nos parents, et c'est normal. Alors, si vous voulez, la réparation est un principe absolument admis, par exemple, pour les spoliations des familles juives. Alors, ça devrait être admis pour les familles juives et pas pour les familles noires. Alors qu'on peut très bien mesurer les dégâts causés à l'Afrique et à des personnes dont on a les noms et les traces généalogiques très précises. Pour ce qui est de l'esclavage, pourquoi? Parce qu'on a les livres de comptes des esclavagistes. Donc on sait exactement ce que ça a rapporté et ce dont ça a privé les Africains, etc. Donc vous voyez, la logique africaine d'exiger des réparations, elle est absolument fondée et nous devrions tous l'accepter. C'est la moindre des choses du point de vue de la justice chrétienne, si vous voulez. Si nous considérons que les êtres humains sont égaux devant Dieu, eh bien c'est la moindre des choses d'accepter cela. Alors ça ne plaît pas aux gens de droite française parce qu'ils représentent des intérêts qui sont des héritiers, des intérêts de gens héritiers de la richesse accumulée à l'époque coloniale. Mais ils n'en sont pas conscients en général, les gens, mais il faut qu'ils le découvrent. Notre logique, elle doit être honnête. On n'a pas le droit de rester à la malhonnêteté. Donc Madame Taubira, qui a très bien défendu tout cela, je vous dirais même plus, elle a fait un livre excellent qui s'appelle « L'esclavage expliqué à ma fille ». Ce n'est pas elle qui l'a écrit, mais elle lui a donné son nom. Et bien maintenant, elle fonce dans les histoires de GPA et compagnie, elle fait tout ce qu'elle peut pour la légaliser en France, en association avec qui? Avec une dame qui s'appelle Marcella Yacoub, qui a été la maîtresse de Dominique Strauss-Kahn, qui le considère maintenant comme un cochon. Mais enfin bon, ça veut dire qu'elle est quoi? Bon. Et cette dame, elle dit « Oh, mais c'est formidable, la GPA, ça va libérer les femmes. » Bon. Madame Taubira nous dit « Oh, mais c'est un changement de civilisation. » Mais non, c'est nous livrer à des commerciaux. Enfin, depuis quand est-ce que des start-up de commerce fondent des nouvelles civilisations? Non, ils fondent leur business, c'est tout ce qu'ils fondent. Et la civilisation, elle s'effondre si on la laisse aux mains de ces gens-là. Bon, donc vous voyez bien qu'il faut une révolution d'envergure mondiale pour lutter contre cela. Le nationalisme ne suffira pas à réagir. Quelles seraient des idées à défendre dans le contexte donc d'une grande offensive mondiale? Un grand obstacle, c'est le malthusianisme et l'eugénisme que nous pratiquons même inconsciemment en disant « mais c'est vrai que la Terre ne peut pas nourrir 7 millions de personnes, 9 millions de personnes, etc. etc. » Il y aurait une façon de faire que la Terre nous nourrisse mieux, même si nous sommes nombreux. C'est de réduire l'élevage industriel des bovins. Les bovins consomment des ressources en eau, des ressources agricoles, en terre et en pétrole, parce que tout ça, ça marche à l'agriculture industrielle, donc avec des machines. C'est un gaspillage monstrueux. Et toutes les religions pourraient s'unir sur ce même front, qui est un front écologiste, un front anticapitaliste et un front spirituel. Il n'est pas normal de faire crever de faim les gens des pays pauvres en leur imposant la culture du soja pour nourrir des vaches qui vont nourrir les pays riches
et qui vont en plus se retrouver stérilisées, puisque ce sont les bêtes qui sont nourries aux hormones, outre le soja. Ce n'est pas normal. Les hindouistes ne mangeaient pas de viande jusqu'à une date très récente, mais il faut revitaliser l'hindouisme et nous appuyer sur l'hindouisme pour revenir à une alimentation plus végétarienne. Je ne parle pas d'interdire la consommation de la viande. Moi, je suis très liée à l'Argentine. L'Argentine est un pays qui repose sur la production de viande, et c'est traditionnel. Les Argentins sont les gens les mieux nourris au monde, puisque même les gens mendiants dans la rue, leur nourriture de base, c'est une bonne petite saucisse. Ils peuvent ne pas avoir de légumes, mais ils ont toujours un petit morceau de bidoche. Bon, il ne s'agit pas d'interdire la consommation de viande, mais on peut énormément la réduire. Toutes les religions sont d'accord pour protéger la nature d'une façon ou d'une autre. Toutes les religions peuvent s'unir dans ce combat. Mais il faut que les populations poussent les autorités religieuses. Dans le christianisme, c'est la même chose. C'est la pression de la base qui fera que les autorités ecclésiastiques renaquent un petit peu plus devant ce qui est à la mode, ce que la propagande nous vend, etc. C'est valable dans toutes les religions. En Israël, il y a des gens qui organisent des ratonnades contre les homosexuels, alors que c'est le paradis des homosexuels, avec des guéprades même à Jérusalem. Quels sont les gens qui s'y opposent? Les religieux, les fanatiques religieux. Ah ben ceux-là, ils cassent du PD tranquillement. Bon. Alors c'est amusant si vous voulez. Je ne sais pas, c'est quelque chose que je recommande non plus. Mais c'est pour dire qu'il y a des tas de sujets sur lesquels toutes les religions sont d'accord. Alors pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas s'en servir? Et il n'y a pas besoin d'être très religieux pour comprendre que faire des jeunes filles, des femmes qui seront névrosées, qui seront malades, qui s'en voudront toute leur vie d'avoir fait des avortements, c'est fabriquer une maladie. Bon. On ne peut pas être pour la fabrication de la maladie mentale chez toutes les femmes occidentales. Enfin, c'est pas possible. À partir du moment où on le sait. Voilà, et donc je rappellerai pour finir que, comme le disait Roger Garaudy, l'Occident est un accident. Les folies de toute puissance occidentale, on peut très bien les stopper si on se raccroche aux religions traditionnelles, à la sagesse des peuples normaux, des peuples qui ont fait l'humanité jusqu'à maintenant. Et le continent où la réaction est la plus vive, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc il faut s'appuyer sur l'Afrique. Vous avez, en particulier au Vatican, le cardinal Sarah, qui est guinéen, qui est très fort, très véhément, pour refuser toute dénaturation de la famille. Et il le dit très bien, il le dit, l'Afrique, c'est le poumon spirituel de l'humanité.